Là, la deuxième table, on va plutôt partir d'une approche spatiale. Et donc, la discipline qui s'occupe de l'espace, c'est la géographie. C'était pour voir s'il suivait. Donc, plutôt une approche géographique qui est par ailleurs hyper originale, qui est celle que développe Pauline Guinard, qui est ici. Et puis cet après-midi, on fera l'approche de sciences politiques qui est la mienne, qui est la plus chiante. Du coup, je l'ai gardée pour la fin, mais vous allez voir, vous allez adorer. Donc Pauline Guinard, tu es maître de conférence en géographie à l'ENS à Paris. Tu travailles en ce moment pas mal avec le laboratoire Pacte, qui est un laboratoire à Grenoble. Tu vas pouvoir te représenter à ta sauce, mais tu as travaillé sur l'art dans l'espace public. C'est comme ça que tu as commencé à faire de la recherche, en travaillant notamment à Johannesburg et aux politiques d'art, au sens large, d'art dans l'espace public là-bas. Et puis maintenant, tu fais d'autres trucs qui sont la prolongation de tout ça, et tu vas nous en parler, qui continue de nous parler d'art et de culture, mais peut-être moins comme objet d'observation que comme méthode d'expérimentation et notamment de recherche. Du coup, merci beaucoup d'être là et de nous partager ce que tu viens de faire cette semaine et ce que tu es en train de faire en ce moment. Donc merci à toi. Merci Julie, merci pour l'invitation. Donc merci pour ta confiance Julie, merci pour l'invitation, la ville de Nancy évidemment, et puis Sophie qui est super sur l'accompagnement logistique. Ce que je vous propose maintenant, alors, c'est pas vraiment une introduction, je vais pas être dans un truc théorique, je vais partager aussi avec vous une expérience. Et puis c'est aussi un peu en décalage avec ce qu'on a commencé à travailler ce matin, au sens où moi je travaille pas sur l'art urbain, le street art à proprement parler, mais sur toutes les formes d'art qui se déploient dans l'espace public, avec, et j'y reviendrai, un déplacement progressif dans mes propres recherches de l'art étudié comme objet, ou plus exactement comme prisme d'analyse de la dimension publique des espaces, et de plus en plus l'art, au sens large, comme une méthode d'enquête sur la dimension sensible et émotionnelle des villes. Donc voilà, si vous êtes prêts à me suivre, c'est ce que je vous propose. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, donc ce déplacement de l'art comme objet à l'art comme méthode. Ce décalage est possible, à mon sens, précisément parce qu'on considère que l'art et les artistes ont la capacité de saisir et de restituer cette dimension sensible, émotionnelle et néanmoins politique des relations que les citadins ont avec les espaces urbains. Comme je le disais et comme Julie l'a évoqué, ce mouvement, ce décalage progressif est celui que j'ai effectué dans mes propres recherches. Effectivement, ma thèse portait donc sur l'art et les espaces publics à Johannesburg, en Afrique du Sud, donc dans un contexte post-apartheid, dans lequel l'espace a été utilisé pour séparer les gens. Dans ce contexte-là, il y a toute une politique d'art public qui a été développée effectivement en disant, alors ça c'est les arguments qu'on trouve partout, hein, vous savez, vous mettez de l'art dans l'espace public et ça crée du lien social. Non, vous n'avez jamais testé? C'est dans toutes les politiques publiques. Il y a d'ailleurs un collègue qui avait fait ça, qui avait comparé les politiques publiques. Dans 75% des cas, il y avait toujours les mêmes arguments. Ça crée du lien social, ça crée de la diversité, ça favorise l'intégration des communautés, etc., etc. Sauf que ça, c'est jamais évalué, et rarement d'un point de vue qualitatif. Alors on vous donne des stats sur les publics, etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé de m'intéresser à la réception, à ce que vraiment fait l'art dans l'espace public. Et comme je suis géographe, je rentrais pas tellement par des types d'art, mais par des espaces. Et je regardais toutes les formes d'art qui se passaient dans ces espaces-là. Alors, dans le contexte de Johannesburg, ça pouvait aller de la statue de Mandela, et il y en a beaucoup, à de la performance, en passant par des murals, en passant par toute forme d'art. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps, et j'utilisais vraiment l'art comme une clé de lecture, des processus de publicisation, c'est-à-dire de mise en public des espaces, ou au contraire de privatisation, mais aussi de gentrification, des choses qu'on a abordées en lisant dire l'art il n'est pas magique, l'art il s'inscrit dans des processus urbains, économiques, politiques, et en fait l'art on peut lui faire à peu près ce qu'on veut. On repasse sur les questions d'instrumentalisation, et c'est aussi des questions qui étaient évoquées dans la première table ronde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait faire à l'art à un endroit, sachant qu'effectivement il y a des tensions entre ce que les artistes veulent faire, prétendent faire, et ce qu'on leur demande de faire, avec une injonction de plus en plus faite aux artistes de faire plein de choses sauf de l'art.
de la médiation, des travails dans les écoles, j'en passe et des meilleurs. Bon, ça c'était mon travail de thèse. Si vous avez des questions, évidemment, je serais ravie d'en parler avec vous. Et puis progressivement, justement parce que je travaillais à Johannesburg et qu'à Johannesburg, femme blanche, jeune à l'époque, dans l'espace public, il y a un truc très vite qui vient, c'est la question de la peur. On l'évoquait un peu tout à l'heure, vous l'évoquiez avec la question des filles dans l'espace public. À Johannesburg, si on ne comprend pas la peur, on ne comprend pas comment la ville fonctionne. Et c'est pas que la peur des filles. Et c'est pas... Enfin voilà, c'est quelque chose qui est structurel dans une société qui est très violente et dans laquelle on va avoir des stratégies d'évitement de certains espaces et de certains temps la nuit, dans lesquels la peur va se matérialiser dans les corps. À la fois les corps qui ont peur et les corps qui font peur. Et si on ne comprend pas ça, encore une fois, on ne comprend pas la ville. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à cette question des émotions en géographie. Et alors le problème, c'est qu'il y avait peu de choses à l'époque. Les émotions, alors surtout les gens qui travaillent, on dit sud-africanistes, les gens qui travaillent sur l'Afrique du Sud, c'est le truc qu'on pose, on en parle à la pause à café. Toi, tu t'es fait braquer combien de fois et tu connais combien de gens qui sont morts tués à Johannesburg? J'en rigole, mais c'est vrai. C'est des choses qu'on se raconte. Mais on n'en parle pas dans nos recherches, comme si ça n'existait pas, comme si le chercheur, il était sans peur et sans émotion, ce qui est faux. Dans ma propre pratique de l'espace public à Johannesburg, il y a des espaces que j'ai pu fréquenter, d'autres que j'ai pas pu fréquenter, d'autres que j'ai évités. Et ce qui m'intéressait, c'est pas juste de faire de l'égo-géographie, j'ai eu peur, voilà, mais que ma peur était révélatrice d'un rapport aux espaces publics. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de travailler cette dimension émotionnelle, sensible, de nos rapports aux espaces urbains. Avec un problème qui va très vite se poser, un problème méthodologique, sachant que la géographie se fait beaucoup avec des méthodes qui sont visuelles ou discursives, la carte évidemment, l'observation, l'entretien, alors que les émotions, elles, ont une dimension qui n'est pas nécessairement verbale et qui peut passer par d'autres sens que la vue. Dans ces cas-là, de quel outil on va disposer pour arriver à attraper cette dimension sensible, émotionnelle de nos rapports aux espaces. Et c'est à cet endroit-là que je me situe aujourd'hui. Et pour travailler ça, j'ai de plus en plus travaillé avec et par l'art, parce que les artistes ont, il me semble, vous le lirez sans doute mieux que moi, développé aussi des méthodes pour attraper, pour travailler cette dimension subjective, sensible de nos rapports aux espaces. Donc c'est ça que j'ai commencé à travailler. Cette année, j'ai la chance d'avoir un an pour faire que de la recherche, et ma recherche porte donc sur la manière dont les habitants vivent les transformations urbaines, sur la question en gros entre émotion et transformation urbaine. Cette recherche, je la mène dans deux terrains. Un qui est celui du Grand Paris, vous pouvez effectivement changer de slide, dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui aussi parce que je sors d'une semaine intensive de travail avec des étudiants, mais aussi à Lagos, au Nigeria. Si vous avez des questions, j'y répondrai, mais on ne peut pas tout faire en 30 minutes. Alors, ce Grand Paris, juste pour vous donner des éléments de contexte, je suppose que vous le savez, mais cette idée du Grand Paris, elle naît en 2008, notamment par une commande du président de l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, dont vous vous souvenez peut-être, qui lance cette idée de faire le Grand Paris. Alors là, tout ce dont on parlait ce matin, c'est-à-dire créer la ville mondiale, compétitive, avoir une échelle qui fonctionne, parce que la ville de Paris est trop petite si on la compare au Grand Londres, etc. Et ça, donc créer un Grand Paris qui soit en mesure d'être en compétition avec Londres, Berlin ou d'autres villes. Donc à ce moment-là, une commande appartient à des cabinets d'archi, et ça va être exposé un an plus tard à la Cité de l'Architecture à Chaillot, alors avec des projets plus ou moins fous. Vous avez le Grand Paris jusqu'au Havre, vous avez des soucoupes volantes, enfin, vous avez plusieurs choses. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Il reste plusieurs choses, il reste une structure institutionnelle qui s'appelle la Métropole du Grand Paris, qui a été créée en 2016 et qui est sous-divisée en différents territoires. Certains sont plus connus que d'autres. Plaine Commune a vraiment fait, en termes d'intercommunalité, figure de précurseur dans ce que pouvaient être ces territoires qui composent aujourd'hui le Grand Paris. Celui aussi qui est connu, c'est Est Ensemble, notamment autour de Montreuil et d'autres. Et puis d'autres sont moins connus. Si je vous dis, je sais pas moi, je les connais même plus.
Grand Orly-Seine-Bièvre, voilà, c'est pas un territoire qui parle. Et c'est toute la difficulté aussi de cette métropole du Grand Paris, qui aujourd'hui a une existence institutionnelle, mais qui dans la réalité des habitants existe peu. Alors qu'elle a de plus en plus de compétences, cette grande métropole, y compris sur des plans d'habitat, d'aménagement, développement économique et culturel. Donc un certain nombre de choses, en réalité, se décident aujourd'hui à cette échelle-là, sans forcément que les citadins s'en rendent compte, ne serait-ce parce que les élus ne sont pas élus directement. D'accord ? C'est du suffrage indirect. Vous ne vous rendez même pas compte que vous élisez les élus. Je vous demande, vous habitez dans quel interco et qui est le président ? Vous ne savez pas. Moi, avant de travailler là-dessus, honnêtement, je ne savais pas. Voilà. Donc, une institutionnalisation et qui pourtant, progressivement, prend de plus en plus le pas sur un certain nombre de services. Pour ceux qui habitent en première couronne de Paris, enfin dans un territoire du Grand Paris, regardez les logos sur vos poubelles. Ça peut vous paraître simple, bête, mais il y a encore 6 mois, c'était votre commune, et maintenant c'est une des intercommunalités. Voilà, par exemple. Par contre, ce qui est très évident pour les populations, pour les habitants du Grand Paris, c'est ça. C'est le Grand Paris Express. Vous savez, ce super métro qui va donc des nouvelles lignes de métro, alors soit qui vont être allongées, la ligne 14, soit des créations de nouvelles lignes, la ligne 15, la ligne 16, et l'idée c'est de créer une grande rocade pour relier de fait des communes qui généralement ne sont pas reliées. Alors, ça pourrait paraître pas mal, parce que si vous êtes déjà pris Paris, si vous êtes déjà déplacé à Paris, il faut toujours revenir à Châtelet, ou en gros par le centre, pour relier des communes qui sont très proches. Si vous n'avez pas de voiture, il y a des trajets qui prennent 3 heures, alors que c'est tout à côté. Donc ça a une conséquence, ça crée un espoir aussi pour certaines populations, mais ça crée aussi en attendant, parce que c'est quand même le doublement de la superficie de métro. D'accord ? C'est comme si on reconstruisait tout le métro qui existe déjà. Donc, vous imaginez bien que ça suscite quoi ? Énormément de travaux qui suscitent du bruit, de la poussière, mais aussi des expropriations, mais aussi des phénomènes d'hausse du loyer. Alors déjà Paris, je ne sais plus qui le disait, comparé à Saint-Étienne par exemple, les loyers c'est déjà un problème, mais là l'idée que dans 5 ans, 10 ans, vous allez avoir une nouvelle gare du Grand Paris, ça fait monter en flèche certains quartiers. Donc ça crée aussi cette question-là de l'inflation des loyers et aussi du prix du foncier. Donc on est dans ce contexte-là. Je reviens pas, qui est aussi accentué par évidemment tous les projets de Jeux Olympiques 2024. Un des conflits qui a été très médiatisé et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est évidemment la destruction des jardins ouvriers à Aubervilliers pour construire le solarium de la piscine d'entraînement des JO. Aubervilliers, c'est aussi une nouvelle gare du Grand Paris Express. Donc ces enjeux-là, ils frottent et il crée des conflits. Dans le cas pour l'instant ça se finit bien, on verra. Dans le cas des jardins ouvriers, il y a eu une action en justice d'un certain nombre d'habitants et d'associations et qui ont gagné. Donc les travaux de destruction des jardins se sont arrêtés, mais entre-temps il y en a déjà eu qui ont été détruits. Donc il faut quand même nuancer. Mais en tout cas il y a eu un mouvement d'arrêt. Bon, donc ça a une existence forte pour les habitants. Et moi, j'ai donc choisi de travailler sur les conséquences de ces transformations urbaines qui sont en cours dans le Grand Paris. Et plus précisément, j'ai choisi de travailler à Malakoff. Ah oui, non, pardon, avant que je parle de Malakoff. Et ces grands projets institutionnels s'accompagnent bien évidemment de commandes publiques. Donc à chaque lancement d'un creusement d'une station ou à chaque construction d'un kilomètre en plus de la ligne, vous avez un certain nombre de commandes artistiques qui peuvent accompagner le projet. Alors, c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que là, on est dans la version institutionnelle, mais ça pose ces questions-là de qu'est-ce qu'on demande aux artistes de faire dans l'accompagnement du projet, dans la projection dans le futur, mais aussi dans comment on crée du consensus autour de choses qui ne sont pas du consensus aujourd'hui. Donc voilà. Moi, j'ai choisi de travailler cette question à partir de Malakoff, et plus exactement de Malakoff Sud, pour plusieurs raisons. Parce que ce que je trouve intéressant avec le territoire de Malakoff, ça y est, il y a enfin une carte, je suis une vraie géographe. Ce que je trouve intéressant avec Malakoff, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont liés au Grand Paris Express, alors qu'aucune gare
né sur le territoire de Malakoff, à proprement parler. Alors, Malakoff se bat pour qu'il y ait Malakoff dans une des gares, mais en réalité, en termes de territoire, vous en avez une qui est juste à Clamart. Vous voyez là où il y a le Lidl ? Pas loin. Donc, gare Clamart, ici. Et de l'autre côté, vous avez le Bricorama ? Juste là. Là, c'est la gare Châtillon-Montrouge, où il y a déjà la ligne 13, mais qui est réaménagée pour accueillir donc, cette ligne 15 sud, donc qui va Clamart-Châtillon. Et comme vous le savez peut-être, ces stations sont plus grandes que les stations actuelles, ce qui impose que tous les 800 mètres, il y ait des puits d'aération, à la fois pour ventiler les lignes, mais aussi pour permettre, en cas d'accident, une évacuation. Donc il y a aussi un accès pompier, ce genre de choses. Et ça, cette station d'aération, elle est pile à Mermoz, c'est-à-dire entre les deux. Là, je peux... Ouais, si. Non, c'est juste... Est-ce qu'on peut avoir la souris ? Hop. Non, c'est pas grave. Ouais, voilà, je peux. Non, pas du tout, c'est moi. Voilà. Donc, Clamart ici, Châtillon-Montrouge ici. Ici, la construction d'un puits d'aération. Et juste ici, donc ça, c'est la station du puits d'aération, d'accord ? Donc, aussi des travaux, mais pas de construction de gare, hein, juste construction d'un trou, en gros, pour les habitants. Et puis, ici, donc on se retrouve à Stalingrad, le quartier sur lequel je travaille un peu plus. Pendant 2 ans, une centrale béton. Ça sert à quoi une centrale béton ? On est à Paris, dans un endroit où il y a eu beaucoup de carrières pour la construction des bâtiments, donc c'est un vrai gruyère en dessous. Donc pour creuser des tunnels assez profonds, on va combler les carrières. Donc en gros, comme on comble des carrières, on injecte du béton. Jusqu'à en fait combler les carrières. C'est ce à quoi a construit cette centrale béton. Donc on fabrique le béton sur place et on l'injecte directement, avec des conséquences directes et indirectes pour les habitants. Vous imaginez, on est au milieu d'une place, logement social, des centaines de logements. Pendant 2 ans, les vibrations, la poussière, et puis des conséquences indirectes, parce que quand vous injectez du béton dans les trous, vous chassez aussi les habitants, en l'occurrence les rats. Donc des rats qui ont envahi le quartier depuis maintenant 1 an, à peu près d'1 an. Et puis dans le même temps aussi, vous injectez du béton, tous les arbres meurent. Donc tous les arbres du boulevard étaient menacés de mourir. Alors pour pas qu'ils meurent, on les a coupés. Mais ça, quand vous discutez avec les habitants, ça crée vraiment je ne vais pas retrouver son nom, mais il y a une collègue qui travaille là-dessus qui parle de micro-traumatisme urbain. Ces trucs qui vous semblent pas grand-chose. Mais en réalité, les gens, il y avait des cerisiers du Japon qui étaient là depuis une centaine d'années et les gens, ils y tenaient. Les gens, ils y tenaient, c'était le passage des saisons, ça faisait que c'était joli. Et tout d'un coup, ils se réveillent et plus rien. Donc, conséquences directes, conséquences indirectes. C'est dans cet endroit-là que j'ai choisi de travailler. Et pour une 3e raison, parce qu'encore une fois, travaux, mais pas de gare, quelque part. Et puis aussi parce qu'il s'y trouve l'atelier de curiosité urbaine, qui est l'atelier d'une compagnie qui s'appelle le 2e groupe d'intervention, qui est dirigée par une artiste qui s'appelle Emma Drouin, qui se définit comme une artiste d'espace public et qui travaille là depuis 10 ans et avec qui moi-même j'ai commencé à collaborer depuis 5 ans, et qui s'intéresse précisément à ces transformations urbaines. Donc elle a fait par exemple des balades qui s'appellent D'ici on voit la Tour Eiffel, qui sont une série de balades in situ dans lesquelles elle a recueilli des paroles d'habitants qui racontent leur rapport au territoire. Et donc on se balade dans les rues en entendant la voix de l'habitant qui habite à tel endroit, de la fleuriste, etc. etc. Bon. Donc j'ai travaillé à partir de cet endroit-là parce que c'était une manière de continuer le travail qu'on avait entrepris toutes les deux, et c'était aussi un endroit dans lequel, depuis 10 ans, elle travaille, donc elle a aussi créé une relation de confiance avec les habitants, dans laquelle il était plus facile aussi pour moi de me glisser. J'ai donc travaillé dans cet espace-là, et la méthode que j'ai utilisée était donc une série d'ateliers créatifs et contributifs. Alors vous savez, j'ai dit contributif et pas participatif, c'est un certain nombre de termes où d'un moment ils sont tellement minés que j'ose plus les utiliser. Et je dis contributif parce que c'est des habitants qui ont été invités donc à participer à ces ateliers et qui ont choisi de partager des choses avec moi et puis avec l'ensemble des gens qui étaient présents. Ces ateliers, en quoi ils ont consisté ? Merci.
Donc c'est des ateliers que j'ai menés entre octobre et décembre dernier. Ils étaient proposés 2 fois par semaine, le mercredi après-midi et le samedi matin, pour permettre aux gens, en fonction de leur emploi du temps, évidemment, de pouvoir venir. Ils étaient gratuits. Et ouvert à tout le monde, évidemment, ouvert à la fois aux gens du quartier, donc on est dans un quartier, encore une fois, d'habitat social, mais aussi aux gens de Malakoff, mais aussi aux gens du Grand Paris, et aussi, plus globalement, de tous les gens qui étaient intéressés par ces questions-là, et qui pouvaient parfois habiter à d'autres endroits, même travailler par des transformations urbaines. À chaque atelier, je posais la même question, qui est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est une question simple, c'est comment nous sommes affectés par les transformations urbaines, et comment, en retour, nous pouvons aussi agir sur les transformations urbaines. Et je dis nous, parce que le principe des ateliers, la manière dont je travaille de plus en plus, c'est pas moi qui propose et c'est les gens qui font. C'est-à-dire que je fais aussi les choses que je propose de faire aux gens, parce que finalement, ce que je leur demande de faire, c'est pas si évident que ça, et j'estime que la prise de risque, je dois la prendre moi-même. Et que les choses qu'on partage, c'est parfois des choses du quotidien, c'est parfois des choses de l'intime, qui supposent un dévoilement, et du coup, je fais avec eux ce que je leur demande de faire. Et donc chaque semaine, on essayait de répondre à cette question-là en utilisant différentes méthodes artistiques ou inspirées des artistes ou créatives. J'emploie le terme de manière très large. Ça pouvait être du récit, ça pouvait être... Ouais, merci. Ça pouvait être du récit. Donc là, vous voyez, on avait travaillé à une histoire. L'histoire, c'était, je reprenais le fil narratif, vous savez, comme dans les contes. Il était une fois, merci. Il était une fois Malakoff Sud. Et puis un jour, le Grand Paris arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'était le moyen de discuter des conséquences du Grand Paris avec un certain nombre d'habitants. Donc, on a utilisé le récit, on a utilisé le poème. Ici, on fait des séances d'écriture de poèmes in situ. En l'occurrence, on faisait des haïkus. Les haïkus, c'est bien parce que c'est 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Au début, on se dit, on va faire des poèmes, mais je ne sais pas écrire des poèmes. Et puis, en fait, tout le monde y arrive. Les poèmes pouvaient d'ailleurs être faits dans la langue de son choix. Enfin, il n'y avait pas de contrainte là-dessus. Le poème... Oh oui, je suis toujours géographe, donc parfois je fais des cartes, en lien avec des dérives. Donc vous connaissez les dérives, hein, là de bord, on se donne des consignes pour se balader dans la ville, et puis on fait une restitution en insistant toujours sur cette dimension sensible. Donc ça, je m'en fiche de savoir si le nord il est en haut ou pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, comment on le traduit par le dessin, par les mots, par des onomatopées, ce qu'on a vécu ensemble. Et on est même allé... sur des propositions plus corporelles et gestuelles. Alors j'avais mis cet atelier à la fin parce que vous imaginez bien que si on demande aux gens alors danser dans la rue, c'est quelque chose de difficile. L'idée c'était de savoir comment chacun, on avait une phase d'immersion dans un lieu et chacune proposait un geste qui lui était inspiré par le quartier. Je vous montre un extrait de ce que ça peut donner si la vidéo passe. Je vous promets, c'est pas long. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple. Je demandais juste aux gens de me proposer un geste, mais en fait, ça résume un certain nombre de problématiques qui sont liées à ce quartier, qui peut être lié aux transformations urbaines liées au Grand Paris ou à des choses qui s'inscrivent dans des temps plus longs.
On a vu quoi? On a vu la question d'une mère, en gros, qui appelle son gamin le soir, parce que c'est aussi un quartier où le soir, il y a des problèmes, enfin le soir, pas que d'ailleurs, mais à partir d'une certaine heure, il y a aussi des questions de trafic de drogue dans cet espace-là. Donc la question de, voilà, est-ce que tu traînes dans la rue, comment on te rappelle? Et ce geste-là, qui a été fait par une habitante, en fait, il a parlé tout de suite à tout le monde, parce qu'on a tout de suite compris ce qu'elle voulait nous dire. Camnouche, que vous voyez en deuxième, elle va faire un câlin à ce petit arbre-là, qui fait partie des arbres replantés. Une fois qu'on a tout détruit, on en replante quelques-uns, mais vous voyez, ils ont un peu du mal à prendre. Et puis ensuite, on a Emma qui, elle, a du mal à traverser. Au milieu de la résidence, vous avez une départementale. Vous imaginez le trafic, donc avec un certain nombre aussi d'accidents, et cette question de, on habite dans la même résidence, mais en fait on peut même pas traverser parce que c'est compliqué, il y a du trafic et que voilà. Et puis le troisième, c'est toute la place de la voiture, parce qu'une fois qu'on a mis la centrale béton, il n'y a pas de problème, on a enlevé la centrale béton, on s'est dit alors qu'est-ce qu'on fait de cet espace? Évidemment, l'artiste Emma Drouin avec qui je travaille, elle disait ouais, on fait une salle de théâtre, on fait des performances. Non, les habitants, ils voulaient. Et ils ont le droit d'être entendus aussi. Ils voulaient une place pour leur voiture. Donc c'est à nouveau un parking, sauf que le parking est devenu payant, hein, évidemment. Voilà. Il a été fait un peu rapidement, donc vous avez quand même des places qui n'ont pas toutes la même taille. Vous avez un bloc béton devant la place parking handicapé, ce qui rend le truc moyennement accessible. Et je reviens aux rats. Les rats bouffent les dessous des voitures. Ce qui fait que les habitants, et là il y a une mobilisation vraiment sur des habitants en colère, hein, sur cette dimension émotionnelle, c'est ça aussi qui ressort, avec l'idée que vraiment on se foutait de leur gueule. C'est-à-dire que les dessous des voitures étaient bouffés, ils écrivent à Paris Habitat en disant mais on fait quoi là? Parce que moi j'en ai pour 3 000 € de réparation du dessous de ma voiture, j'ai pas 3 000 €. Enfin, j'ai déjà du mal à payer mon loyer, donc qui prend en charge ça? Parce que vous en êtes responsable. Paris Habitat répond « c'est pas mon problème, voyez avec la ville ». La ville répond « c'est pas mon problème, voyez avec le Grand Paris ». Le Grand Paris répond « c'est pas mon problème, voyez le… » Voilà. Sachant qu'en plus, c'est accentué dans ce quartier-là, parce que vous avez 3 acteurs publics en charge de cet espace-là. Paris Habitat. Vous allez me dire, qu'est-ce que Paris Habitat fait là? Je me demande aussi toujours. En réalité, j'ai des éléments de réponse qui n'ont pas été confirmés, c'est plutôt une hypothèse. Mais Paris a acheté pas mal de terrain après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, le contexte de bidonville de Nanterre, donc il y avait un manque de logements. Donc ils ont acheté un certain nombre de terrains, qui fait qu'aujourd'hui, Paris Habitat est responsable d'un ensemble de logements sociaux qui est très important, et y compris en première et en deuxième couronne de Paris. Donc vous avez un bailleur social qui n'est pas celui de la ville. Donc Paris Habitat, Malakoff, la ville, l'Interco, maintenant le Vallée Sud Grand Paris, et en plus, cette départementale, qui est le département. Donc tous ces enjeux-là, vous voyez, à partir de ces ateliers, on peut les mettre en évidence. Et ce qui est ressorti de manière très forte, c'est un mélange à la fois de colère, alors avec les rats, voilà, etc., mais aussi de persistance d'un sentiment d'abandon. Parce que malgré tout, même si la station elle est à 5 minutes, il y a toujours cette impression que ces travaux-là, c'est pas pour eux. Il faut que je finisse, je parle trop. Dernière chose sur laquelle je voulais intervenir, ces ateliers, ils ont aussi donné lieu à… Je tenais à ce que les gens gardent un objet, une trace de ce qu'on avait fait ensemble. Donc on a créé un espèce de carte qui se déplie. Donc c'est un format… lettre anglaise quand vous le tenez plié, et puis qui se déplie en A2, avec l'ensemble des poèmes, des gestes, des cartes sensibles réalisées à partir des dérives. Et puis de l'autre côté, on avait aussi fait un collecte d'images et de sons qui étaient associés à ce quartier. Donc la restitution, moi, me semblait, aujourd'hui, j'arrive plus à travailler sans ça, c'est-à-dire que, vous savez, le chercheur un peu extractiviste qui vient, qui produit de la donnée et qui s'en va, je pense que ça fait écho aussi sur la question de comment on travaille quand on est artiste. Moi, j'arrive plus à faire ça. Donc c'est aussi qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on laisse. Ça fait partie des traces, pour moi, qu'il était important de laisser, et de mise en valeur aussi du travail des habitants et du savoir produit sur leur propre quartier. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la recherche, c'est un processus continu. Donc cette restitution a aussi donné lieu à
merci, à de nouveaux échanges à propos de ce qui avait été représenté, de ce qui avait été oublié ou pas. Donc c'est aussi un processus qui est toujours en cours. Et on a même réactivé la carte parce qu'on est allé dans ces lieux et puis on a déclamé les poèmes, y compris les poèmes de nuit. Là, c'est ce que vous voyez sur l'image du milieu. Et on continue aujourd'hui, je l'évoquais au début de l'introduction, on a continué ces ateliers, cette fois avec un ensemble d'étudiants, où on a essayé aussi de continuer cette recherche méthodologique et cette recherche sur le quartier, qui ont aussi donné lieu à des restitutions avec les habitants. Voilà. Merci beaucoup, merci Pauline, c'était très beau. Merci d'avoir pris le temps aussi de nous restituer ça à nous ici. Et je remercie à nouveau le Musée des Beaux-Arts pour nous permettre aussi de construire ce moment qui est aussi un moment de restitution, de recherche en fait, même si ça se voit pas toujours comme ça, mais c'est aussi ça. Bonjour. Bonjour Stéphane Harter. Tu travailles à la ville de Nancy. Et tu es responsable d'un service qui s'appelle Recherche et Développement de Nancy, ville attractive, citoyenne et écologique. Je t'ai invité parce qu'on a été mis en contact par Pierre, que je remercie. Je t'ai remercié quand tu n'étais pas là, mais du coup, je le fais maintenant que tu es là. Pour parler, tu vas nous parler d'un travail que tu mènes à la ville de Nancy, notamment d'un festival qui s'appelle le Festival Embranchement, qui commence bientôt et dont il y a des programmes qui sont là. Je fais de suite comme ça, j'oublie pas. Et qui est un travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux, je le dis vite, par un certain nombre d'interventions dans l'espace public, qui sont des interventions d'artistes, mais aussi de chercheurs. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait là. En fait, il y a des artistes et des chercheurs, mais sauf qu'ils font autre chose, ils font des trucs dans la ville pour sensibiliser à des questions environnementales, et on va y revenir. À côté de toi, il y a Xavier Eltonneau, bonjour. Merci d'être venu à Nancy, d'avoir fait ce long chemin juste pour nous. Non, j'exagère. Xavier, tu es là pour plusieurs semaines dans le cadre de la programmation des rencontres urbaines de Nancy. Tu es en train de travailler sur un mur et tu vas travailler avec des habitants autour de ce mur, dans un parc qui est pas loin. Et justement, je t'ai proposé de participer à cette discussion pour le travail de recherche par l'art que tu réalises dans tes œuvres, dans l'espace public, et tu vas nous en parler tout à l'heure. Et puis à côté de toi, il y a Eric Surmont. Bonjour Eric. Merci à toi d'être venu de Niort, où tu habites et tu travailles, et où parmi d'autres activités, notamment de programmation musicale et de programmation en art visuel, tu as construit l'année dernière une exposition dans l'espace public qui s'appelle Boire à Niort, et qui avait pour objectif de mettre en lien un artiste visuel, Ski, et un artiste écrivain, Mathias Hénard. Et donc c'est ce travail d'articulation entre la photographie et la littérature dont tu vas nous parler, et surtout de son insertion dans l'espace public. Alors, avant de vous poser des questions, puis de vous laisser plus de paroles, je voudrais revenir sur cette phrase que tu as dit, Pauline, et qui synthétise un peu l'intention que j'avais en vous réunissant aujourd'hui, qui était de se poser à la fois la question de comment nous sommes affectés par et comment nous pouvons agir sur les transformations urbaines. Et pour reprendre ce fil directeur qui est celui de réfléchir ensemble à comment tous les gens qui sont là essayent d'aller contre des formes d'aseptisation de l'espace public qui découlent de la néolibéralisation du monde et des politiques publiques et de l'urbanisme aussi, évidemment. Ces modèles néolibéraux d'aménagement, de production de la ville, ils ont pour effet de favoriser le commerce, par exemple, favoriser les implantations commerciales, de rentabiliser le foncier, de faire en sorte que le mètre carré ait une valeur. Et à travers ça, c'est pas juste des logiques économiques, c'est des logiques de contrôle social qui se mettent en place. Et Pierre-Édouard, tu l'as justement souligné tout à l'heure, Pauline aussi d'une autre manière, mais quand on favorise le commerce, en creux, on repousse d'autres formes d'usage et d'occupation de l'espace public qui sont parfois plus marginales, qui sont l'occupation sédentaire, qui sont du commerce, parfois du commerce illégal, ou juste de faire la manche, ou juste de faire de l'art aussi dans l'espace public. Toutes ces pratiques, ces usages de l'espace sont repoussés par la promotion de ces usages commerciaux et de favoriser l'attractivité de nos centres-villes. Donc l'attractivité dont tu parlais, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est aussi produire des effets
sur les usages légitimes ou pas légitimes de l'espace. Tout ça, ça entraîne des formes d'aseptisation de l'espace public. C'est ça, quand je dis aseptisation, c'est pas juste visuellement, c'est plus lisse et tout le monde a la même façade. C'est aussi, il n'y a pas les mêmes usages, il n'y a pas les mêmes pratiques qui s'y déploient. Et du coup, il n'y a pas les mêmes personnes qui ont accès à ces endroits-là. Parce que si tu n'es pas touriste ou si tu n'es pas en train de faire du shopping, en fait, qu'est-ce que tu fais là, hein? Ça va avec des formes d'harmonisation esthétique, tout ça. Des photos, des images d'Épinal ou de Nancy ou de Paris ou de Besançon ou de Clermont-Ferrand. Et face à ces mouvements, là je m'intéresse avec vous à des expériences artistiques en milieu urbain qui proposent d'autres rapports de l'usager à son espace, d'autres rapports de l'artiste à son espace, d'autres rapports de l'usager à son espace. Et ça, c'est un travail, je crois, que vous faites tous et toutes. Pauline dans ton travail géographie de géo, Eric dans ton travail de curation, Xavier dans ton travail d'artiste et Stéphane dans ton travail de programmation et de développement des questions environnementales. En fait, à travers vos 4 expériences qui sont bien situées, j'aimerais dans cette table ronde replacer un peu les discussions de la journée sur l'art urbain dans un cadre un peu plus large sur les transformations des espaces et l'aseptisation des esthétiques urbaines. En fait, se rappeler ici comment on a envie de faire de l'art dans la ville. On a envie de faire de l'art peut-être en proposant des œuvres à des publics qui ne sont pas des cibles de dispositifs d'action publique, hein, des publics cibles. Je pense qu'il y en a qui en entendent parler dans la salle. On ne veut pas non plus faire de l'art pour des clients qui viendraient consommer quelque chose dans cet espace dont l'art ferait partie. On veut, enfin je parle à votre place, vous allez me dire, mais peut-être faire de l'art pour des gens, pour soi, pour des usagers, en tout cas des gens, des personnes, des gens qui reçoivent, qui s'émeuvent, qui interprètent, qui évoluent dans la ville, qui évoluent avec la ville et qui, par tout un tas de sens, éprouvent la ville, et d'où le titre de cette table ronde, de l'art pour éprouver la ville. En fait, à travers ces 4 exemples, j'aimerais mettre en lumière plusieurs manières d'éprouver la ville par l'art, plusieurs manières de travailler de façon sensible pour donner du sens à nos expressions, pour donner du sens à nos expériences urbaines, mais aussi pour faire appel au sens, à nos perceptions, mais aussi pour intervenir sensiblement. Et sensiblement, j'ai jamais trop bien compris ce que ça voulait dire. Des fois, on dirait qu'intervenir sensiblement, c'est un tout petit peu. Et puis quand on dit « il a sensiblement changé », ça veut dire intervenir beaucoup, en fait. Donc, travailler sur cette manière d'intervenir sensiblement, soit en douceur, soit en profondeur, soit durablement dans les espaces publics. Mais aussi, intervenir, travailler de façon sensible, c'est sensibiliser les usagers, les sensibiliser à des questions environnementales, des questions de société, les sensibiliser à la pratique artistique, les sensibiliser à l'existence d'un monde de l'art auquel ils n'ont pas accès quand ils restent dans la rue, parce qu'en fait c'est des institutions qui sont parfois pas très ouvertes. Et puis tout ça finalement pour changer aussi notre rapport sensible à l'environnement, notre manière de le regarder, de l'éprouver, de le vivre, et donc là avoir des transformations à l'intérieur de nous qui nous appartiennent. Malheureusement, tous les publics des expériences dont on va parler ne seront pas là, donc je vais faire parler ceux qui proposent ces expériences, et puis je finis mon intro, mais il faut que je tourne les pages. Merci d'être là, et peut-être pour commencer, je te donne la parole, Stéphane, pour me dire comment tu fais dans Branchement pour articuler dans l'espace public des interventions d'artistes, d'étudiants architectes, de scientifiques et des gens qui passent. Merci. Peut-être juste avant, parce qu'on parlait de sensible, et tout à l'heure, quand vous avez parlé de ces arbres noyés par le béton, ben moi j'ai réagi physiquement. Ouais. Parce que ça m'a bouleversé, quoi. Et donc, sans entrer directement par l'émotion pour faire ce travail au niveau d'embranchement, mais quelque part, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui l'écologie et l'arbre en particulier n'est pas assez respecté? Tout simplement parce que ce sentiment, cette réaction que j'ai pu avoir, elle n'est pas partagée par assez de monde, en tout cas. Et juste, avant de répondre, Francis Allais, qui est la personne que
j'ai admiré. C'est le père du radeau des cimes hein, en Guyane. C'est lui qui avait posé ce radeau pour étudier la canopée. Il m'avait dit un jour comment tu peux faire, en me posant directement la question, pour sensibiliser plus de monde. On n'est pas assez nombreux, j'atteins 80 ans, et puis le fait est que j'arrive pas à convaincre assez de monde. Comment faire? Donc on cherche tous des pistes, des chemins pour essayer de convaincre plus de monde. Et donc pour aller directement sur le festival Embranchement, festival de l'arbre, qu'on a créé en 2013, c'était à notre initiative, donc avec Yannick Andrès, qui est le gestionnaire de l'arbre, le docteur arbre de Nancy. Quand on a voulu se créer ce festival, déjà on l'a créé autour d'une bière. C'est important de le dire parce que c'est pas dans un colloque, c'est pas dans une réunion de travail, c'est en buvant une bière, voire deux. Et puis on s'est dit voilà, on veut faire un festival de l'arbre, ok, mais on veut pas faire une fête de la nature conventionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et moi, assez vite, je me suis dit, l'idée, ce serait vraiment, à l'époque, il y a 2013, on parlait beaucoup voilà, de regards portés, de regards croisés, enfin, c'était à la mode. Mais moi, je trouvais que ce n'était pas assez concret, donc l'idée, c'était vraiment de le rendre concret. Donc on s'est dit, voilà, on va aller chercher, donc Yannick était d'accord pour ça, des scientifiques, des praticiens de l'arbre, des gestionnaires de l'arbre. Ok. Et moi, j'ai dit oui, mais il faut aller chercher les artistes, tout de suite. Il faut aller chercher les artistes. Pourquoi? Parce que, justement, pour faire passer le sensible, qui mieux qu'un artiste peut faire passer ça? Et je pense en particulier aux poètes. Quelqu'un a parlé des haïkus tout à l'heure. Voilà. La poésie, mais qu'on peut retrouver dans des pratiques artistiques comme le street art, comme dans beaucoup de pratiques artistiques. Ce regard poétique sur la nature peut m'aider à sensibiliser plus de monde. Et je voulais aussi qu'il y ait un choc, quelque part, qu'il y ait une surprise. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement mettre en discussion un scientifique avec un musicien, par exemple, mais c'est aussi qu'il se passe quelque chose entre les deux. Alors ça, c'est plus compliqué, parce qu'on ne peut pas le prévoir, mais c'était vraiment l'idée, et dès 2013, on l'a voulu, on l'a recommencé en 2017, le festival, et c'était toujours de surprendre, toujours de déstabiliser aussi le public pour qu'il se passe quelque chose de nouveau. Cette nouveauté-là, par rapport à l'arbre, elle me semble intéressante, parce que l'arbre est quelqu'un qui s'installe dans le temps, qui est plutôt un conservateur, qui est plutôt quelqu'un enfin, je parle comme d'un être vivant, hein, attention, je ne fais pas d'anthropomorphisme, mais qui est un être vivant qui s'installe sur la durée, et qui n'aime pas trop la surprise. D'ailleurs, là, il souffre, parce que le réchauffement climatique lui crée des conditions où il ne sait plus comment faire. Donc, un être qui est dans la permanence, et moi, justement, pour faire remarquer cette permanence et cette discrétion, parce que les arbres sont discrets aussi, on ne les entend pas, on ne les remarque pas, on les remarque quand ils sont coupés, mais pas quand ils sont là. Si je vous demande quel est l'arbre qui est devant chez vous, vous ne savez pas, enfin, à part quelques exceptions, mais c'est rare. Donc cet être discret et conservateur, ça me prendrait plus de temps, mais voilà. En tout cas, de jouer l'opposé, c'est-à-dire surprendre, déstabiliser, choquer, provoquer, pour que ça fonctionne. Et donc, du coup, de convoquer, par exemple, des architectes ou des gens qui étaient, d'ailleurs, à l'époque, étaient en conflit avec nous qui défendons la nature parfois. Parce que l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des feuilles, il fait de l'ombre. Enfin, surtout des feuilles et des racines. Ça peut perturber des bâtiments. Donc ça, c'était ce côté-là, un peu antagoniste. Mais le fait de les inviter, de les faire travailler dans un espace de nature, le parc de la Pépinière, qui porte bien son nom, Pépinière d'arbres, alors ça a créé quelque chose d'exceptionnel. Merci pour cette première présentation. On va revenir à travers la discussion sur ce festival dont on a vu par ailleurs des images, les cabanes qui avaient été construites par les architectes dans les précédentes éditions. Et cette année, il y a une roulotte, on va en reparler, qui va se balader en ville. Donc en fait, utiliser aussi l'espace public pour créer ces rencontres entre artistes, chercheurs et les publics. Xavier Eltonneau, tu travailles dans l'espace public depuis longtemps. Alors, j'ai dit que c'était pas une table sur les trajectoires, mais enfin quand même.
comment ton travail a évolué dans l'espace public depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, avant de parler après, tout à l'heure plus précisément du travail que tu fais en galerie. Présente-nous, c'est quoi être un artiste dans l'espace public pour toi? Ouais, alors, je vais essayer de faire très rapide et commencer depuis le début, ce qui a vraiment tout déclenché. Et c'est simplement, à 13 ans, commencer à peindre du graffiti là où j'habitais, puis sur les voies ferrées. Ça m'a emmené après mon bac à décider ce que j'allais étudier. Donc je me dis, tiens, je vais faire de l'art. Bonne idée. Donc c'est le graffiti qui m'a envoyé à la fac d'art plastique. Et après, la rencontre des deux trucs, ça m'a fait évoluer assez tôt, donc à la fin des années 90, à décider de ne plus écrire mon nom et de commencer à peindre des peintures abstraites dans la rue, sans bombe de peinture ni rien, qui était en ce temps-là un sacré changement. Aujourd'hui, ça paraît rien du tout. Mais en 1999, décider de ne plus écrire son nom dans la rue, c'était quand même quelque chose, on n'était pas beaucoup à le faire, et c'était quand même quelque chose d'assez impactant. Et donc ça a évolué, j'ai énormément, depuis 1989, peint illégalement dans la rue. Énormément. Ce qui m'a permis d'appréhender et de comprendre la ville d'une façon assez différente des usagers normaux de la ville, pour plein de raisons, pour l'illégalité, il faut il y a une espèce de survie, donc il faut comprendre tout ce qui se passe autour de nous, il faut écouter tous les sons, et pratiquer ça des années et des années, en fait, ça laisse en nous un bagage assez important que j'ai mis 20 ans à comprendre, 20 ans à réaliser que c'était quelque chose d'exploitable pour après générer des œuvres d'art. Et environ c'est vers 2008 que j'ai commencé à faire des œuvres d'art pour des galeries, à travailler en galerie, par rapport, en faisant une réinterprétation de cette expérience que j'avais, que je commençais à comprendre et que je commençais à théoriser, que m'a apporté le graffiti et la peinture illégale dans la rue. Et donc voilà, l'évolution c'est ça. Avec maintenant en fait, je m'invente des stratagèmes pour toujours avoir une interaction entre ce que je présente dans la galerie et la rue, en fait. Parce que j'ai toujours trouvé le raccourci très absurde de faire ce qu'on peint dans la rue et de le peindre sur une toile, puisqu'on ne peut pas comparer les conditions de travail de la rue avec les conditions de travail d'un atelier. Donc la pression qu'on a quand on fait notre peinture dans la rue est totalement incomparable avec la pression qu'on n'a pas dans l'atelier. Donc le résultat ne peut pas du tout être comparé. Donc ça ne m'a jamais paru cohérent. Donc j'ai toujours cherché d'autres façons alors j'ai plein de stratagèmes différents je crée des œuvres qui vont se détruire dans la rue, se faire détruire par les mouvements de la rue, par le mouvement de l'artiste, par le mouvement des autres. En fait, je suis dans une recherche complètement, un truc assez théorique. Et je m'éclate. Enfin, c'est vrai que si je peignais des toiles, je m'ennuierais énormément. Donc voilà. Merci, on va revenir juste après sur des exemples spécifiques sans parler de tout, mais on va revenir à travers des exemples. Et puis pour finir ces présentations, Eric, toi tu es un peu comme d'autres dans les tables rondes aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un intermédiaire, quelqu'un qui est entre les artistes et un endroit où ils se produisent, que ce soit en l'occurrence là l'espace public, et donc entre les artistes et les pouvoirs publics qui vont permettre d'ouvrir des espaces de programmation. C'est quoi pour toi, dans ce travail de programmateur ou de curateur dans l'espace public, c'est quoi les enjeux d'une programmation artistique ou d'une proposition artistique dans l'espace public? En fait, comment t'orientes le travail des artistes avec lesquels tu travailles quand ils interviennent? J'oriente pas vraiment le travail, en fait. Je laisse une énorme liberté. Par contre, la décision principale, c'est de choisir quel artiste va intervenir sur quel lieu. C'est-à-dire que j'essaye de contextualiser chacune des œuvres en choisissant le lieu, en fait, qui peut le plus mettre en valeur l'œuvre qui
qui peut mettre en valeur un quartier, un environnement, des habitudes ou les changer. C'est en fait le choix de l'artiste, en fait, dès le début, va être déterminant. Après, on accompagne. Enfin, j'accompagne l'artiste dans sa création, en lui fournissant tout ce dont il a besoin, que ce soit technique, mais aussi littéraire ou sur l'historique. Mais je guide pas en fait sa création. Je laisse vraiment une énorme liberté. Moi, je veux être le premier surpris par ce qui va être fait. On ne demande jamais d'esquisse en fait avant la peinture. L'artiste, on sait à peu près vers quoi il va se diriger, mais on veut être surpris par ce qu'il va nous proposer. Autrement, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Je veux que ce soit vraiment toujours des créations qui soient faites sur le moment et pas quelque chose qui soit imaginé à 1500 km du lieu sans connaître en fait tout ce qu'il y a autour, quoi. À partir d'une photo d'un mur nu, c'est difficile. L'artiste peut faire une esquisse, mais après, quand il va la mettre sur le mur, je pense qu'on perd énormément de sensibilité, comme tu disais tout à l'heure, de son travail en fait par rapport au contexte, par rapport au lieu, par rapport à l'environnement. Quand tu me décrivais le travail que tu fais, donc je l'ai pas dit, pardon, mais avec donc Winterlong Gallery, qui est une association qui porte le festival Le 4e Mur à Niort. Quand tu travailles avec les artistes dans ce cadre-là ou dans d'autres, tu m'as dit, j'aime bien leur demander s'ils veulent travailler avec ou contre le mur. Ça veut dire quoi? Alors, je leur demande pas en fait, c'est un choix. Ces habitudes, je considère qu'il y a deux façons de travailler un mur, avec le mur ou contre le mur. Contre le mur, ça veut dire qu'on va que l'artiste va peindre le fond, faire une toile. Il va occulter toute la matière du mur. Il va faire en fait une œuvre qui pourrait presque être à n'importe quel autre endroit dans le monde en fait, sur un mur. En fait, il va pas du tout utiliser le contexte. Peindre avec le mur, c'est un peu c'est les photos qu'il y avait juste avant, ou bien celle-là de El Tono. C'est en fait considéré pour ici l'architecture de ce centre social que Xavier a peint il y a quelques années. C'est pour les photos précédentes, c'est Essif qui peint pas le fond du mur mais qui le laisse respirer. Là, c'est Daniel Munoz en fait qui a utilisé une publicité Petit Bird qui est tout en haut et il a détourné le mot petit pour faire en fait son propre message avec une texture de peinture en fait qui va donner l'impression que c'est une vieille publicité. Ce qui marche vraiment parce qu'il y en a beaucoup qui voient pas le mur en fait, qui pensent que c'est une ancienne publicité qui a été dévoilée quand ils ont enlevé tous les 4x3 qu'il y avait sur les murs en centre-ville. Mais en fait non, il a créé cette œuvre il y a 2 ans mais avec cette illusion là. Et là, il s'est vraiment servi en fait du mur, de son histoire, de la texture. On n'a même pas passé de fond en fait. Il y a de petites parties qui tombent au niveau de We Will Tell You. Voilà, c'est des petites parties qui tombent au fur et à mesure et ça imprègne l'œuvre dans le contexte et le contexte en fait imprègne le message aussi. Elle est un peu pixelisée celle-là, tiens. Il y avait juste une autre, tu disais. Je me suis trompé de photo. Et s'il faut parler sur les photos précédentes, avant encore. Voilà, Essif, voilà, sur ce mur-là qui est en plein centre-ville, qui est devant la mairie de Niort, qui est un lieu où on n'aurait jamais pu peindre. Si on avait fait un fond, si on avait peint contre le mur, là on a utilisé le mur, on a utilisé la texture. La mairie de Niort est juste en face. Voilà, Essif en fait il a fait cette page en fait de cahier de sciences naturelles pour faire une plante. Mais il a utilisé le mur tel qu'il était, quoi. Merci. Vous voyez à peu près ce qu'ils font maintenant. Donc je vous propose qu'on rentre un peu plus dans les projets, des projets particuliers que vous portez ou que vous avez portés. Et
Peut-être Stéphane, j'évoquais, on a vu quelques photos des cabanes. Tu m'as parlé d'une roulotte qui va bientôt se balader dans Nancy pour sensibiliser les passants, les publics, comme on dit, les gens qui vont venir à Embranchement. Bien sûr, tu invites des artistes, tu invites des scientifiques, mais tu crées des rencontres dans des endroits particuliers, dans l'espace public. En quoi, comment tu fais ou comment tu réfléchis à transformer les usages du lieu pour que ça touche les publics différemment ? Déjà, pour juste expliquer, cette roulotte, elle est née d'une idée, c'est que les arbres migrent en ce moment, justement à cause du réchauffement climatique. On voit des essences qui migrent de façon assez significative. Et donc, le thème même de la migration est déjà très riche, permet justement d'aller imaginer toutes sortes de choses. Donc j'ai présenté ça à l'équipe, et puis ils m'ont dit t'es sympa Stéphane, mais comment tu rends concret? Et là je me suis dit une roulotte de tzigane, puis de fil en aiguille la roulotte de campagne du maire actuel qu'on peut recycler. Donc c'est l'idée de recycler aussi le matériel. Et donc tout ça est né comme ça, très vite. Après cette roulotte, elle va donc se déplacer du parc de la Pépinière. Elle va aller sur la place Stanislas, elle va aller rue Sainte-Catherine, une rue qui est juste à côté de la place Stan, et puis elle va aller dans un jardin, le jardin Dominique Alexandre Gaudron. Et pour répondre à ta question, ça a du sens de mettre une roulotte qui va être entourée d'une couronne d'arbres, d'une clairière d'arbres, des arbres en pot, mais des arbres en pot qui vont aller après dans nos espaces de nature. Mais quand on est place Stanislas, on ne peut pas un espace plus minéral que la place Stanislas, il n'y a pas un arbre. Bon, moi, en tant que défenseur des arbres, et en particulier, je me dis que symboliquement, c'est bien. J'apprécie finalement qu'il n'y en ait pas, parce que ça permet de montrer, par l'absence, la nécessité. Et donc, cette roulotte, elle va s'installer, il va se passer des choses, c'est un lieu d'accueil, on y sera présent, on va répondre, on va rencontrer les personnes qui viendront nous voir. D'ailleurs, à ce sujet, c'est bien de faire un programme pour que les gens viennent spécialement sur la rencontre, mais aussi de capter des gens qui en ont, qui en ont rien à faire en fait du sujet, mais qui, en passant, vont peut-être être intéressés par la proposition qu'on va faire. Et puis après, c'est un peu le pied dans la porte. Hein. Une fois que j'ai la personne, je vais essayer de discuter avec pour essayer de la convaincre de la nécessité. Donc de trouver des lieux comme ça surprenants, d'avoir un déplacement aussi, parce que jusqu'à maintenant on s'installait dans un parc, c'était assez traditionnel. Donc là c'était vraiment, encore une fois, de surprendre. Une roulotte, qu'est-ce qui s'y passe? Donc elle sera cachée aussi. Ça, dans la scénographie, on l'entoure d'arbres justement pour qu'à travers les arbres, on découvre cette roulotte au dernier moment. On ait envie de rentrer dans la clairière, symbole de la clairière fantastique dans une forêt. C'est un endroit où il se passe des choses un peu étranges, cette lumière qui arrive, et donc il va se passer des choses dans ces endroits-là. C'est toujours ça. Mais c'est très intuitif. Hein. Je me dis, voilà, comment trouver un dispositif qui, dans le principe, en tout cas, peut intéresser. Le dispositif, justement, c'est le cœur de tes recherches, Xavier. Je vous propose qu'on prenne 2 minutes peut-être pour regarder une vidéo qui présente... Alors, on va peut-être pas la regarder en entier parce qu'elle présente plusieurs. Et comme ça peut nous montrer, nous donner une illustration précise des dispositifs que tu mets en œuvre dans ton travail de galerie, ici à Palma de Mallorca en 2018, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est à Majorque. C'est une expo individuelle dans un musée de la ville. Et attends, fais pause. À 2018 justement, je savais pas. Donc j'ai fait trois dispositifs différents d'envoyer le public explorer la ville. Et vous allez comprendre avec les images, avec l'idée d'une certaine façon de leur faire voir leur ville et appréhender leur ville d'une façon un peu différente. Donc ça, c'est des parcours aléatoires. Donc c'est un système très simple que je pratique tout seul très souvent aussi, à peu près dans toutes les villes où je vais. J'en ai fait à Niort, on avait fait un projet ensemble avec Eric. Donc voilà, les gens se promènent avec un plan. Et j'avais fait un petit dispositif, donc ils ont un dé. Et l'idée, c'est qu'à chaque intersection, ils tirent au sort où ils doivent continuer à marcher. Et le dé décide, donc à droite, à gauche, tout droit.
Et c'est toujours avec un temps arrêté. Donc là, ça devait sûrement une vingtaine de minutes. Et chaque participant me ramène son trajet, qui est un trajet dans lequel il n'a pris aucune décision. Et après, moi, je concrétise chaque parcours en une œuvre abstraite, en fait. Qu'après, je mets au mur avec. Donc voilà, là, j'avais fait des groupes de 3. Voilà, de toutes les participations, tous les parcours. Voilà, ça c'est le deuxième. C'est lequel, celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc ça, on l'avait appelé... je sais plus. Pétroglyphe, on l'avait appelé. Voilà. J'avais remarqué que dans la ville, la pierre est très facile, très friable, très facile à graver. Et partout, il y a des trucs gravés dans la ville. Genre, par exemple, la sortie d'un bar, dans une petite rue, le mur en face de la sortie du bar est plein d'inscriptions très profondes. Et je trouvais ça assez chouette. Donc j'en ai relevé une dizaine. Et donc les gens, pareil que dans le projet d'avant, les gens allaient voir l'expo, ils prenaient le dispositif, ils sortaient dans la rue et ils rajoutaient leur apportation à l'expo pour faire grandir l'expo. Et donc là, j'avais sélectionné une dizaine de pétroglyphes qui me plaisaient. Et les gens avaient ce papier où le dessin était reproduit et juste le nom de la rue. Et ils devaient retrouver cette gravure sur un mur dans la rue. Voilà, et ça c'est donc tout ce qu'ils avaient, toutes leurs apportations. Donc chaque jour, l'expo grandissait. Et ce qui était marrant, c'est que on a inauguré l'expo complètement vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien le premier jour et ça s'est fait petit à petit. Et ça, c'est le troisième projet qui s'appelle Moulure. Donc je m'étais baladé, toujours pareil, dans les rues autour du musée, à trouver des moulures intéressantes, dont j'avais fait des reproductions en bois, mais négatives, donc de la forme négative. Il doit y en avoir 6, on va voir là sur les images. Donc là, c'est tout le processus. Donc ça marchait comme les deux autres. Les gens venaient voir l'expo, puis finalement, je leur disais, prenez un des dispositifs que vous voulez et allez dans la rue trouver la solution. Donc là, c'est pareil que les autres. Donc il y avait ces pancartes qui étaient à disposition avec simplement écrit le nom de la rue. Et les gens devaient marcher dans cette rue, regarder partout. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils étaient obligés de tout observer et de se rendre compte du nombre de moulures qu'il y a dans leur ville, par exemple, chose que ils ne regardent pas. Enfin, en général, si on n'est pas architecte, on ne regarde pas tous ces détails. Et donc voilà. Et après, ils m'envoyaient une photo de eux devant, ayant trouvé l'emplacement. Et moi, je rajoutais des photos dans le petit bloc qui est là sur la droite, des intervenants un par un. Ah, il y en a encore un, ouais, en plus. Ouais, celui-là, il est bien. Alors, celui-là, c'est Friction. On pourrait le traduire comme ça. Donc j'avais fait des très grands carrés ou de rectangles, enfin des très grandes surfaces sur une des rues les plus étroites que j'avais trouvées, qui n'était pas très loin du musée. Et je demandais aux gens de mettre un sac à dos et en fait d'aller se frotter contre le mur, contre ces surfaces de craie. Et ce que je voulais obtenir, c'était ça. C'était les gens. J'aime bien forcer les gens à faire des choses assez absurdes et les voir se frotter contre un mur dans la ville. C'est une chose qu'on ne fait pas normalement et je trouvais ça génial de les observer. Donc après, ils rentrent au musée avec leur chargement. C'est comme du pollen. C'est comme s'ils sont venus polliniser. Et là, ils viennent tout décharger sur un mur à l'intérieur un grand mur blanc à l'intérieur de l'espace. Alors, en vidéo et en photo, c'est quand même très subtil. Mais en vrai, ça se voyait beaucoup. On voyait vraiment une bande de couleurs. Et donc voilà, les gens viennent décharger ce qu'ils sont allés chercher dans la ville à l'intérieur du musée. Et pareil, il y avait des mouvements. Là, on voit, ouais, c'est pas terrible en vidéo, mais c'était très visible en vrai. En vrai, c'était vraiment. Voilà, on peut couper le
parce que Mais- l'autre. Merci. Donc voilà. Ouais. Donc ça, c'est Quatre des exemples. dispositifs que tu inventes, et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu imagines de ce que ça va provoquer chez les gens? Qu'est-ce que tu as envie que ça provoque? Déjà, comme on a vu, j'ai envie que les gens redécouvrent leur espace, parce que là, dans ce cas-là, c'était énormément de locaux qui venaient, des locaux. Alors, ce qui est marrant avec, par exemple, les parcours aléatoires, j'envoie des gens se balader au hasard dans leur quartier et ils reviennent en me disant mais je connaissais pas cette rue. Ça fait 10 ans que je vis ici, je suis jamais passé dans cette rue. Et ça c'est quand même fascinant quand tu as ce retour, tu te dis je fais quelque chose qui marche. Vraiment il y a des résultats intéressants. Donc c'est surtout ça, observer toutes ces gravures qu'il y a dans les villes. Peut-être que les gens les regardent pas. Moi c'est le genre de détails que je regarde tout de suite et je veux partager ça, je veux partager cette lecture. Donc quand tu as seulement un papier avec un dessin, que tu dois retrouver ce dessin et juste le nom de la rue, tu es obligé de regarder tous les dessins qu'il y a dans la rue. Et c'est ça qui m'intéresse. Pareil pour les moulures. Tu te retrouves à te rendre compte qu'il y en a partout et tu penses que c'est facile au début. Ah ouais, on va trouver cette moulure dans cette rue. Puis tu arrives, tu fais, mais il y en a partout. Ouais. Mais il y en a tous les 2 mètres, il y a une moulure. C'est incroyable. Et chose que... On sait qu'elles sont là, mais on les observe pas. Donc moi, j'aime bien partager ma vision de la ville. Une sensibilisation aux enjeux environnementaux par la création d'espaces un peu surprenants, nouveaux. Là, tu sensibilises les gens à regarder autrement leur environnement. Toi, Eric, dans le projet Boire à Niort que tu as conduit l'année dernière, qu'est-ce que tu as cherché à faire et du coup, c'est quoi ce projet Boire à Niort? Alors, Boire à Niort, c'est un projet qui a été monté suite à un appel à projet du ministère de la Culture, où l'idée est de faire travailler 2 personnes, un qui était plutôt dans l'art urbain et un qui était totalement étranger à ces pratiques et à ces lieux de présentation. Et donc j'ai choisi de travailler avec Ski, donc précurseur du graffiti en France depuis le début des années 80, qui a fait évoluer son travail vers l'art contemporain et maintenant vers la photo de rue, et son seul outil de présentation qu'il a choisi, c'est Instagram. Il refuse toutes les publications, toutes les expositions. Mais ça fait pas mal de temps que je travaille avec lui et moi j'adore son Instagram, c'est hyper inspirant et c'est une vision en fait que je trouve super intéressante. Et donc voilà, son travail m'intéressait et je voulais aussi travailler avec Mathias Hénard. Mathias Hénard, c'est un écrivain. Prix Goncourt 2015 avec le roman Boussole, qui est originaire de Niort, mais qui est aussi un grand voyageur. Il a vécu au Moyen-Orient, il a vécu en Afrique du Nord, il a vécu à Barcelone très longtemps. Et d'un côté, on a un grand voyageur, et d'un autre, on a un grand observateur du quotidien. Donc voilà, ces deux visions m'intéressaient et pas de les confronter, mais de les mettre en complémentarité. Du coup, j'ai choisi 10 lieux à Niort où le nom de la rue pouvait être inspirante pour Mathias. J'ai pas choisi l'avenue de Paris ou l'avenue de La Rochelle, par exemple. J'ai choisi la rue de la Régraterie, la rue de la Juiverie, un cimetière, des choses en fait qui pouvaient donner des idées. Et j'ai demandé à Mathias Hénard d'écrire un quatrain sur chacun des lieux. Ça s'appelle Boire à Niort parce que c'est inspiré d'un poème qu'il a écrit qui s'appelle Boire à Lisbonne, un hommage à Fernando Pessoa. Et en fait, c'est Mathias tout de suite. En fait, il a voulu être un peu piquant par rapport à la mairie et voilà, il voulait dire Boire à Niort. Enfin voilà, je pense il voulait pas faire quelque chose de trop lisse. Et donc il a écrit les quatrains. On les a envoyés à Ski. Ski les a écrits sur différents supports qu'il a pris en photo dans son environnement de travail, c'est-à-dire la rue, là où il voulait en fait. Il avait une totale liberté. Et il a agrémenté, alors en fonction des espaces, les photos avec les quatrains, donc c'est la 3e en partant du début, par d'autres photos. Les textes seront plus lisibles en fait sur d'autres photos après. Il a agrémenté en fait par d'autres photos, comme son Instagram en fait, où il va mettre une photo et en mettre plusieurs en fait qui auront un sens, une certaine narration en fait plus ou moins abstraite. Donc ce que je voulais par rapport à ça, c'est d'abord emmener de la poésie dans la ville.
Il y a d'autres photos en fait où il y a seulement le texte qui est beaucoup plus lisible. Voilà, celle-ci par exemple. Ouais, j'avais promis que je mettrais des photos de fesses dans la présentation. Donc, ce que je voulais, c'était mettre de la poésie dans la ville. Je voulais qu'une présentation. Le fait d'avoir mis les photos de ski, même si c'est pas des photos de Niort, ça permettait en fait de mieux les intégrer dans l'espace. Celle-là, c'était vraiment. Par exemple, si on avait mis simplement le texte, quelle que soit la typo, quel que soit le support, seulement sur le mur, ça aurait été totalement différent. Ça aurait été quelque chose qui était juste posé. Là, ça s'intégrait vraiment dans l'environnement. On voit sur toutes les photos où on pouvait même presque passer devant sans s'en apercevoir. Et ça permettait aussi de ne pas être trop agressif en fait vers le public, pas imposer quelque chose, juste s'arrêter si on en a envie. Ce que je voulais aussi, c'était, et je rejoins en fait le travail de Xavier par là, c'est inviter à la flânerie. C'est-à-dire que les 3 premiers mois de l'exposition, on n'avait pas mis les lieux d'exposition. C'est-à-dire qu'on avait simplement mis, il y a 10 lieux dans la ville. Débrouillez-vous, vous baladez, vous vous perdez, vous prenez les photos, vous les partagez sur les réseaux sociaux et au fur et à mesure, vous arriverez à trouver tous les lieux. Les lieux, on les a dévoilés le jour du vernissage, c'est-à-dire 3 mois après l'installation. Et voilà, l'idée, c'était aussi d'inviter en fait les gens à se balader, à découvrir la ville en fait. Et je pense que c'est la même démarche que Xavier, ce qu'il a fait en fait d'une autre façon. Mais en fait, l'invitation à la flânerie, je pense que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup d'entre nous. Avec aussi quelque chose de commun dans ce que disait Stéphane, il y a des publics, des gens qui sont au courant qu'il y a cette expo et qui vont avoir la démarche d'aller la chercher. Ouais. Et puis d'autres, tu disais on peut passer sans le voir, mais on peut passer en le voyant. Et d'autres pour qui ça va créer la surprise. Et là, ça renvoie peut-être à un peu la dernière sujet que je voulais aborder, c'est ce qui toi te touche ce que tu cherches à faire vivre aux gens ici, de cette surprise, d'une émergence dans l'espace public. C'est aussi une expérience personnelle à l'espace public ou à ce qui peut s'y passer? C'est en fait. Pardon, ma question était pas claire. C'est introduire les gens, enfin introduire le public aussi vers la poésie. Effectivement, il y a des gens qui vont chercher, qui connaissent le projet et qui vont rechercher en fait les poèmes et puis les collecter. D'autres le connaissent pas, tombent dessus par hasard ou passent à côté sans s'en apercevoir. Mais ceux qui tombent par hasard en fait vont découvrir en fait Mathias Sénard, qu'ils connaissent pas forcément, même si c'est un peu entre guillemets la superstar culturelle de Niort, vont découvrir en fait son nom, vont découvrir des poèmes qui vont faire référence non seulement à la rue, mais aussi à l'histoire de la rue, ils vont découvrir la poésie, ils vont découvrir en fait le travail aussi de ski. Donc c'est aussi permettre de découvrir en fait des œuvres non picturales. Pardon ? Non académique. Non académique en fait, et d'une façon non académique dans la rue en fait, d'une façon aléatoire presque. Et moi personnellement, par rapport à mon parcours, voilà, le graffiti, c'était quelque chose que j'ai découvert au milieu des années 90 et qui m'a amené en fait à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire 30 ans plus tard, une certaine curiosité, une certaine vision de la ville, une certaine vision de l'art aussi, puis un besoin de connaissance en fait dans l'histoire de l'art que j'aurais pas eu si il n'y avait pas eu le graffiti et le tag à ce moment-là. Si j'avais pas découvert ça, ma vie serait totalement différente, je pense. S'il n'y avait pas eu cet art dans la ville, et puis cet art, peut-être pour aller un peu plus loin, de cet art d'autodidacte, de gens qui eux-mêmes n'ont pas forcément des parcours académiques et dont l'intervention particulière te touche particulièrement à ce moment-là. Oui, c'était quelque chose en fait qui a pas besoin de connaissances culturelles en fait pour être découvert et pour avoir un choc, parce que c'était aussi un choc de découvrir tous les graffitis, c'était une première émotion en fait, culturelle qui m'a donné envie d'en supporter d'autres et d'en découvrir encore plus. Et j'espère que, même si les formes sont différentes, j'espère que ça a provoqué ça aussi sur les publics qui ont vu le projet. Xavier, dans ta démarche de recherche et d'art, de travail artistique, qu'est-ce que cette démarche-là nous dit de toi, ce qui te plaît dans la rue ? Qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce qui t'émeut quand toi-même tu es dans la rue
et qui nourrit du coup tout ce que tu nous as Eh ben montré. justement, ça reprend bien ce que disait Eric, c'est la découverte de choses, observer des choses et découvrir des choses. Et alors c'est très intéressant ce que tu as dit par rapport à ne pas faire de cartes. On en parlait hier avec Ella, justement, qui était là ce matin à ma place. Ils ont fait un projet à Sarlat, près de chez moi. Ils sont intervenus dans plein d'endroits de la ville et ils ont dit... Enfin, quand donc les gens qui les ont invités à faire le projet ont proposé de faire une carte, ils ont dit non. Non, on préfère que les gens découvrent. Et c'est vrai que c'est super important parce que quand quelqu'un découvre, c'est son petit trésor à lui. Et il dit, moi, j'ai découvert ça. Si on suit une carte, c'est beaucoup moins... La rencontre est beaucoup moins intime. Et je trouve que ça, c'est vachement important. Et moi, c'est le genre de choses que j'adore. J'adore découvrir des petits détails. Je reviens encore à vous. Le petit autocollant sur la sonnette d'entrée du musée. J'arrive tout à l'heure, je le vois et j'ai un grand sourire. Et c'est découvrir ce genre de choses. Des tout petits détails. Et moi, c'est vraiment mon plaisir quand je déambule en ville. Et c'est ça que j'essaie de partager. Et pour conclure, Stéphane, quant à toi, quelle expérience physique, émotionnelle, sensible qui te serait propre nourrit le travail que tu fais à Embranchement, si tu devais en choisir une? D'abord, je voulais juste dire que j'ai eu 2 idées. Merci de m'avoir invité, parce que son travail sur les sacs à dos qui se frottent, alors là c'est génial pour parler de pollinisation. Donc je vais reprendre. C'est le top. Et puis là, regardez, je suis là et j'ai le torticolis parce qu'il a fallu que je me tourne à chaque fois pour regarder les images. Et je me suis dit, voilà le truc, je vais mettre un arbre derrière. Et le fait de le regarder comme ça et de faire un effort et de se dire, ah oui, il est là. Ça m'a donné l'idée de la contrainte qui fait que tout d'un coup, on va regarder le végétal, parce que moi, je suis un peu monomaniaque, hein, c'est les arbres. Donc voilà, donc c'est un principe pour surprendre, et en tout cas, par la contrainte, regarder un être qui est, encore une fois, silencieux. Mais ce que je rejoins, en fait, et c'est ça le truc, c'est que on est obsédé par... En tout cas, quand on a une vision un peu artistique, par le détail. Dans une ville, il y a beaucoup de choses, c'est le chaos, il y a énormément de choses qui s'y passent, mais d'aller regarder, je sais pas, une corniche, tu disais, ou un poème, voilà, qui va être écrit sur un mur, ça c'est le détail, mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à travers le détail, on va pouvoir expliquer d'autres choses. Donc moi, quand je me balade, c'est comme je vais sur la place Stanislas, on fait un jardin éphémère aussi au mois d'octobre, on vous invite d'ailleurs. Eh bien, c'est toujours le regard à travers, par exemple, le végétal, à travers un arbre ou une scène, d'aller repérer. Et pourtant, je suis nancéen, je vais sur la place depuis que j'ai 5 ans, donc je la connais, je pense la connaître par cœur. Ben non, à chaque fois, je vais aller voir un détail de la place que j'avais pas vu parce qu'il a été transformé par le jardin. Alors, il n'y a pas que le jardin, hein, mais en tout cas, c'est le fait de modifier l'espace avec une intervention artistique, par exemple, ou simplement quelque chose qui masque un peu, qui dérange quelquefois, parce que certains n'aiment pas le jardin, donc voilà, et qui va me permettre de regarder la ville différemment. Je vous remercie tous les 4. Tout ce que vous dites, ça me fait beaucoup penser à un bouquin que j'avais lu et qui m'a vachement donné envie de faire de la recherche, qui s'appelle Le spectateur émancipé, qui est un bouquin de Jacques Rancière et qui parle de ce qui se passe là entre un espace et quelqu'un qui le regarde. Et vous êtes ceux et celles qui interviennent entre le spectateur et l'endroit qu'il regarde pour qu'on regarde autrement et du coup qu'on s'émancipe de nos habitudes, qu'on s'émancipe de ce qu'on nous donne habituellement à voir et qu'on change intérieurement des façons d'être, des façons de vivre et qu'après, à notre tour, on intervienne aussi différemment dans les espaces. Donc merci beaucoup pour nous avoir partagé tout ça.